Je voudrais maintenant passer la parole à Claudine Lepage. Claudine, je pense que tu pourrais nous parler de l'enseignement du français. C'est un sujet qui concerne évidemment de près pas mal de membres de la communauté des Français de l'étranger, notamment des Français installés au Japon. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est l'état des choses à l'heure actuelle? Bien, merci Raphaël. Alors merci à toute l'équipe de nous avoir invités, de m'avoir invité, et je le fais volontiers car je sais que c'est une équipe dynamique, une équipe gagnante, et donc voilà. Donc vous m'avez demandé de dire quelques mots de l'enseignement, pas seulement du français je suppose, mais de l'enseignement français en général. Alors, la question de l'enseignement, donc plus généralement de la transmission du français, que ce soit la langue ou la culture française à leurs enfants, est au cœur des préoccupations des Français de l'étranger dès lors qu'ils ont des enfants, bien évidemment. Donc, vous avez au Japon deux établissements français à Kyoto, un petit établissement conventionné qui est installé maintenant dans de grands locaux, mais l'école ne compte que 160 élèves et je ne sais pas si cette école n'en a pas perdu suite à la pandémie. C'est vous qui pourrez me le dire tout à l'heure. C'est une école qui a été créée en 1997. À Tokyo, il y a un grand établissement qui a commencé par une section française dans une école privée japonaise en 1967. La section a été rachetée par la France en 1973 et le lycée français de Tokyo existe depuis 1975. Il est installé sur le site actuel depuis 2012 et c'est une fondation scolaire de droit japonais. Mais le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dont je vais parler immédiatement, participe au conseil d'établissement chaque année. Donc, je crois qu'il y a à peu près 1300 élèves, mais bon, les effectifs ont certainement varié là aussi suite à la pandémie. Alors, ces deux établissements font partie du réseau des écoles françaises à l'étranger qui est chapeauté par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui a été créée en 1990. Alors, ce réseau comprend aujourd'hui 540 écoles dans le monde entier qui scolarisent 365 000 élèves, dont 119 000, 120 000 élèves français. Alors, ces écoles sont évidemment différentes par leur statut, mais elles ont toutes un point commun, elles sont toutes homologuées par le ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire que leur enseignement est reconnu et il obéit aux exigences, aux programmes, aux objectifs pédagogiques du système éducatif français. Alors, à Kyoto, c'est un exemple intéressant. Les classes sont homologuées jusqu'à la troisième et ensuite, seconde, première, terminale, les cours ont lieu par le CNED, c'est-à-dire un enseignement à distance, mais il est encadré par des tuteurs, bien entendu. Alors, trois types d'établissements qui distinguent ces écoles françaises à l'étranger. D'abord, ce qu'on appelle les EGD, ce sont les établissements en gestion directe, qui sont en fait gérés directement par l'AEFE. Leur budget fait partie du budget de l'AEFE. Euh, les enseignants qui sont dans ces établissements sont soit des expatriés, de moins en moins nombreux. Ceux qui sont expatriés aujourd'hui ont un rôle de conseiller pédagogique, parfois régional, ou alors ce sont les personnels d'encadrement, comme les directeurs, les proviseurs, les directeurs financiers. Autre catégorie d'enseignants, ce sont les résidents. Alors, les résidents, ce sont des titulaires de l'éducation nationale qui sont recrutés par l'agence, donc l'organisme de tutelle dont je parlais tout à l'heure. Euh, En ce qui concerne les expatriés, leur rémunération est payée par la France, donc ça ne coûte rien aux parents. Et les résidents, leur rémunération est partiellement
prises en charge par la France, mais partiellement seulement. Et puis, il y a une troisième catégorie d'enseignants, ce qui ne, comment dire, ce qui ne préjuge pas de leur qualité, bien entendu, ce sont les recrutés locaux. Parmi ces recrutés locaux, il y a des titulaires de l'éducation nationale, mais qui n'ont pas le statut de résident, et ils sont rémunérés directement par l'établissement, autrement dit, à la charge des parents. Deuxième type d'établissement, c'est le cas de Kyoto, les établissements conventionnés. Donc, ils ont une convention avec l'AEFE sur les programmes et sur diverses questions techniques, et ils sont gérés par les parents. Ce n'est pas facile de gérer un établissement conventionné, et ça demande de la part des parents un grand engagement en temps, en compétences et en divers problèmes à régler. Leurs enseignants, ce sont soit des résidents, donc même chose, envoyés par l'agence et dont le salaire est partiellement payé par la France, et puis des recrutés locaux, donc à la charge de l'établissement. Et puis le troisième type d'établissement, ce sont les établissements partenaires. Ils ont un accord de partenariat avec l'agence, mais ce sont des écoles entièrement privées, gérées par des parents par exemple, mais pas seulement. Et leurs enseignants sont soit des détachés directs, titulaires d'éducation nationale, mais recrutés directement par les établissements et rémunérés par les établissements, ou des recrutés locaux, eux aussi à la charge de l'établissement. Donc, vous le voyez, ce système repose sur un cofinancement. Les parents qui jouent un rôle important dans le financement du système, l'AEFE, plus ou moins selon le type d'établissement, et puis parfois les États hôtes qui reconnaissent une partie des classes, tout au parti, et qui peuvent apporter une subvention, un financement à ces établissements. Mais je le répète, et on le sait, les parents participent largement, lourdement au financement. Donc, ces écoles homologuées donnent droit à des bourses aux familles dont les revenus sont insuffisants pour faire face aux frais de scolarité. Alors, une fois que j'ai dit ça, insuffisant, c'est un mot assez subjectif. Donc, il y a un barème selon lequel les dossiers sont traités. Alors, on constate une certaine diminution des bourses qui s'explique en partie par une autocensure de familles qui, pour certaines, ne veulent pas montrer leurs chiffres, pour d'autres qui disent de toute façon, j'y aurai pas droit ou ça ne suffira pas. Donc, il y a ce phénomène-là. Et on voit aussi des consulats qui encouragent à ne pas utiliser complètement l'enveloppe auquel ils pourraient avoir droit. Donc, il y a un petit sujet sur les bourses et un petit sujet sur le barème. Et actuellement, il y a un groupe de travail dont Français du Monde ADFE fait partie pour revoir ce barème des bourses. Donc, c'est un sujet reconnu et bon, l'agence, le groupe de travail s'emploie à améliorer la situation. À noter que l'arrivée du gouvernement actuel en 2017 a eu pour première conséquence sur le réseau une suppression de 33 millions sur le budget de l'AEFE. Vous imaginez bien qu'une telle coupe n'a pas été sans conséquence. D'abord, une grosse difficulté à terminer l'année 2017, et puis ensuite l'annonce de suppression de 500 postes de résidents. Je vous rappelle, les résidents dont la rémunération est en partie payée par l'agence. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a supprimé les postes de profs, mais on les a remplacés par des recrutés locaux. Et je vous le rappelle, les recrutés locaux sont à la charge des familles. Donc, ça a été une mauvaise nouvelle pour les familles en 2017. 25 millions ont été remis au budget 2 ans plus tard, mais ça n'a pas
renverser la tendance, ce qui est bien dommage. Actuellement, il y a une volonté du gouvernement qui a été annoncée, je ne sais plus, en 2018, je crois, d'étendre le réseau des écoles françaises à l'étranger. Il est bien évident que ce ne sont pas les EGD qui se multiplient. Il est bien évident que ce ne sont pas les écoles conventionnées non plus, mais les écoles partenaires. Alors pour cela, pour étendre ce réseau, on a fait appel ou on fait appel à des investisseurs pour créer des écoles. Et donc, dans certains pays où la demande est très forte, on voit des écoles françaises s'ouvrir. Alors, il faut quand même rappeler que qui dit investisseur dit investissement et dit recherche de retour sur investissement. Et donc, si dans un premier temps, ces écoles ne pratiquent pas des frais d'écolage trop extravagants, il est évident que pour avoir ce retour sur investissement, c'est là-dessus qu'ils vont travailler. Pour faciliter également l'extension du réseau, on a allégé les critères d'homologation, qui sont, qu'on le veuille ou non, des critères de qualité de l'enseignement. Nous aurions aimé que ces critères soient augmentés, soient également accompagnés de critères de bonne gouvernance, d'une gestion sociale, etc. Mais ça, il n'en est pas question. Par contre, on a allégé les critères pour rendre l'homologation, disons, plus facile et ainsi pouvoir étendre le réseau. Les écoles de ce type ne sont pas les seules qui peuvent dispenser un enseignement français, mais à ce moment-là, on sort un petit peu du réseau, on sort du réseau. Il y a dans certains pays, je ne sais pas si c'est le cas au Japon, mais vous pourrez me le dire, des écoles qui obtiennent le label France Éducation. Ce sont des écoles locales qui ont une filière francophone française avec peut-être un enseignant français et qui dispense, en plus de l'enseignement du système local, un enseignement en français. Alors, je sais que ça existe dans certains pays d'Europe, aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est le cas au Japon. Ce n'est pas la même chose qu'un établissement français, mais ça permet quand même de garder un lien avec la francophonie et d'enseigner un petit peu de français. Et puis, il y a bien sûr les groupes, les programmes FLAM, français langue maternelle, qui sont destinés donc à des enfants français d'abord, francophones ensuite, de maintenir le lien avec la langue et la culture française. Ces programmes FLAM sont financés sur les 5 premières années, organisés par des associations. Donc là encore, ça demande un grand engagement des parents, mais ça permet de pallier à ce manque d'écoles françaises, permet à des familles dont les moyens ne leur permettent pas de mettre leurs enfants à l'école française, ou tout simplement, donc, quand il n'y a pas d'école dans le coin, de se regrouper pour permettre à leur enfant une imprégnation de langue et de culture française. Actuellement, ce réseau des écoles FLAM, qui n'est pas vraiment un réseau, est en train de se structurer et une fédération des programmes FLAM est en train de se mettre en place, donc qui permettra de peut-être mieux coordonner les programmes, coordonner les activités et ainsi d'obtenir une meilleure reconnaissance pour les enfants qui suivent ces programmes et de s'intégrer mieux dans ce réseau d'enseignement français à l'étranger. Voilà, j'en ai fini et je ne voudrais pas prendre trop de votre temps.